cette photo représente le moment où les résultats ont été annoncés en juillet 2012. Et dans cette salle où les places étaient extrêmement prisées, il y avait en particulier deux invités extrêmement prestigieux ici, qui sont M. Peter Higgs, un physicien écossais, et M. François Englert, un physicien belge, qui en 2013 ont reçu le prix Nobel de physique. Alors pourquoi ont-ils eu cet honneur? Je me suis permis de faire une traduction en française là du texte de l'annonce. Pour la découverte théorique d'un mécanisme qui contribue à notre compréhension de l'origine de la masse des particules subatomiques et qui a récemment été confirmé par la découverte de la particule fondamentale prédite par les expériences ATLAS et CMS auprès du grand collisionneur de hadrons du CERN. Alors bon, on lit ça et on se dit, ah, ça veut dire quoi ça? Alors, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que pendant les 45 minutes qui suivent, je vous donne un aperçu raisonnablement précis et accessible de ce que cela représente et pourquoi nous avons fait un effort si important pendant de nombreuses décennies pour y arriver. Alors tout d'abord, je vais me présenter tout de même. Donc, mon nom, vous l'avez déjà vu dans le premier transparent. Je suis enseignant-chercheur à Paris Diderot, l'université de Paris Diderot, et j'effectue mes recherches dans ce laboratoire ici qui nous accueille cet après-midi, le LPNHE. Alors LPNHE, c'est un acronyme, donc les lettres que je mets là en majuscule vous permettent d'identifier l'acronyme. On n'est pas vraiment des physiciens nucléaires malgré le fait qu'il y a un N dedans. Okay. Pour les gens qui s'intéressent à la structure spécifique, donc c'est un laboratoire du CNRS à travers un de ses instituts, l'IN2P3, Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, et il est aussi rattaché à deux universités, Pierre et Marie Curie, qui est l'université du campus de Jussieu, et Paris 7 ou Paris Diderot, qui est l'université où je travaille moi-même et j'enseigne. Alors qu'est-ce qu'on fait ici au LPNHE? Si je voulais résumer ça en 3 lignes, je dirais qu'il y a 3 grands axes de recherche. Il y a des chercheurs en physique expérimentale des particules surcollisionneurs. Cela me concerne particulièrement. D'autres collègues à moi font aussi de la physique expérimentale, soit pour étudier les particules, soit pour étudier ce qu'on appelle les astroparticules. Essentiellement, comment elles se propagent dans des grandes distances et quelles informations elles nous apportent. Et il y a aussi de la cosmologie observationnelle. Cosmologie veut dire étudier l'histoire de l'univers. Alors, nous ne parlerons quasiment pas de ces 2 derniers points. Pour des raisons assez évidentes, je me focaliserai surtout sur ce que je m'y connais un peu mieux. Et donc moi, je suis membre de la collaboration ATLAS, qui est une des 2 qui ont participé aux résultats dont je viens de parler. Dans ma vie antérieure, c'est-à-dire jusqu'en 2009-2010, je me suis surtout intéressé à comprendre quelles étaient les possibles différences entre la matière et l'antimatière. Nous ne parlerons pas de ça aujourd'hui a priori. Et, excusez-moi, il y a une coquille là dans cette ligne. Ce qui est écrit là est faux. En fait, ce que je fais, c'est que j'étudie avec d'autres collègues les propriétés de ce nouveau boson qui a été découvert en 2012. Ça, c'est une description plus correcte de ce que nous faisons ici. Alors, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Je vais consacrer à peu près un tiers de l'exposé à vous décrire quel est l'état actuel de nos connaissances en physique des 2 infinis. On a pour cela un outil qui s'appelle le modèle standard. Et je vous dirai à peu près de quoi il s'agit et quels sont ses succès et limitations. Après, nous parlerons assez en détail de l'instrument que nous utilisons pour faire ce genre de physique, donc le grand collisionneur de hadrons LHC. Et je vous décrirai un peu l'accélérateur et aussi le détecteur ATLAS, qui est celui dans lequel je travaille, et quelques éléments sur les données que nous avons prises avec ces instruments. Et avec ça, nous allons parler de l'observation d'un nouveau boson, et très rapidement, je pense, on parlera des propriétés de cette nouvelle particule pour savoir exactement si on a le droit de dire que c'est le boson de Higgs ou si c'est autre chose. Alors, bon, inévitablement, quelques tableaux, certaines figures seront en anglais. Ce sont des documents scientifiques qu'on écrit en anglais de façon à ce que la diffusion se fasse au niveau international. Ceci, j'ai fait de mon mieux pour qu'il y ait autant de choses en français que possible. Et parfois, vous allez voir des transparents qui, en premier aperçu, vont vous faire « Ouh, oulala, j'ai oublié de mettre ma ceinture de sécurité », mais on essayera d'aller ensemble et que ce ne soit pas trop indigeste, dans la mesure du possible. Alors, commençons par un petit rappel de choses que vous connaissez tous. Donc, il est extrêmement confortable quand on doit discuter de systèmes physiques dont
une des quantités, par exemple la taille, peut varier énormément, non pas de penser de façon séquentielle, mais de penser en ordre de grandeur. Donc, par puissance de 10, on va décrire des objets dont la taille est 10, 100, 1000, etc. fois plus grand, ou 10, 100, 1000, etc. fois plus petit. Et je vous rappelle ici quelles sont les façons que nous avons d'écrire des chiffres aussi grands que ça, remplis de zéros, de façon plus simplifiée, et les noms que nous leur donnons. Donc, inévitablement, je reviendrai sur ce genre de noms. Assez rapidement, on en prend l'habitude et ça devient simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le tableau qu'est-ce que ça veut dire, un giga, quelque chose. Mais bon, la première fois, il faut juste avoir ça à l'esprit. Donc, je l'ai anticipé, on va s'intéresser aux tailles des objets. Et donc, si on prend une taille qui, pour nous, est la plus naturelle possible, je vais dire que c'est de l'ordre de 10 puissance 0 mètres, c'est-à-dire ce camarade-là, il doit faire un peu moins de 2 mètres, vraisemblablement. Un peu moins de 2 mètres, c'est à peu près 1 mètre. Donc on se situe à cette échelle-là. Donc ça, c'est nous. Si on est allé vers des distances plus grandes, on sait que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est environ 150 millions de kilomètres. Donc ça nous situe l'échelle du système solaire à l'ordre du milliard de kilomètres, donc du milliard de mètres 10 puissance 9. Et on sait que le Soleil est juste un des astres dans notre galaxie, la Voie lactée. Les tailles typiques des galaxies, c'est la trentaine de milliers d'années-lumière. Donc on mesure les distances en pensant quelle est la distance que parcourt la lumière en un an. Et ça nous situe, en pensant à des mètres, dans ces échelles-là. Et l'échelle de distance la plus grande qu'on peut concevoir, c'est ce qu'on appelle l'univers observable. C'est la distance la plus lointaine à laquelle on puisse regarder, qui est équivalent à dire le temps le plus tôt dans le passé qu'on puisse observer, selon la phrase bien connue de Hubert Prive, regarder loin, c'est regarder tôt, puisque la lumière qui nous arrive d'un objet se déplace à la vitesse de la lumière. Quand elle nous arrive, elle ne décrit plus l'objet qu'il a émis tel qu'il serait aujourd'hui, il le décrit tel qu'il a été au moment du départ de cette lumière. Donc en regardant très loin, on regarde des objets bien dans le passé. Mais ça, ce serait un exposé différent. Nous, on va aller dans ce sens-là. On va aller dans le sens de l'infiniment petit. Alors, il se passe plein de choses entre la taille naturelle que nous avons située ici et le premier niveau où je vais m'arrêter. Je vais faire un facteur 1 milliard et arriver aux atomes. Et pourquoi je vais arriver aux atomes d'abord? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est encore plus petit. Ce qui m'intéresse, c'est des choses plus petites que les atomes, c'est le monde subatomique. Alors, comment... De même qu'on avait fait une analogie entre temps et espace quand on allait vers l'infiniment grand, pour aller vers l'infiniment petit, la relation qui nous intéresse, c'est le lien entre l'énergie et la distance. Comment faisons-nous pour observer ou étudier des objets extrêmement petits? Ce que nous faisons, c'est les bombarder avec d'autres objets petits, en leur donnant autant d'énergie que possible. Et plus cette énergie est grande, et plus nous pouvons regarder le détail de la composition de ce que nous sommes en train d'étudier. Donc historiquement, la première fois que ça a été fait de cette façon-là, ce qu'on appelle l'expérience de Rutherford, il s'est amusé, et il a eu raison, à bombarder une feuille d'or, c'est-à-dire c'était de l'or mais extrêmement mince, avec des particules qu'on appelle des particules alpha. C'est essentiellement des noyaux avec un nombre réduit de constituants. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'au passage par la feuille d'or, ces particules alpha étaient déviées. Et parfois, elles étaient déviées par des grands angles. C'était un peu, a-t-il dit, comme s'il prenait une feuille de journal, et il tirait dessus avec son pistolet, et la balle faisait ricocher, revenait vers lui. Ça arrive de temps en temps. Pourquoi? Parce que la balle a une telle énergie qu'elle était en train vraiment de sonder la structure de la feuille d'or, et il s'est rendu compte qu'il y avait là-dedans des régions de l'espace extrêmement petites, où il y avait une masse compacte, très dense, qui imposait le recul de la particule. Alors cette technique-là, c'est celle qu'on continue d'utiliser de nos jours pour étudier des régions de plus en plus petites de l'espace. Et de quoi c'est fait, la composition. Alors donc on a parlé que la taille des atomes se situe environ à une échelle de milliards de fois plus petite que nous. Ça a été étudié à la fin du 19e, début du 20e siècle, comme celle que je viens de décrire là. La structure interne de ce qui se passait là, c'est arrivé assez vite aussi. On s'est rendu compte que c'était 10 000 fois plus petit que la taille des atomes. Donc c'est pour ça que les particules alpha de Rutherford rebondissaient. On s'est rendu compte assez rapidement que
les noyaux, qui étaient ceux que Rutherford étudiait, avaient aussi une structure interne avec des composants qu'on appelle de nos jours protons et neutrons, qui sont environ 10 fois plus petits. Et depuis les années 70, on a une description plus précise de quels peuvent être les constituants de la matière, et on les classe en deux grands groupes, avec des noms amusants. Il y a les leptons d'un côté, les quarks de l'autre. Alors quark est un mot curieux. En fait, ça vient de la littérature. C'est un écrivain irlandais, James Joyce, du XXe siècle, qui écrivait en une langue qu'il a inventée lui-même. En particulier un roman qui s'appelle Finnegan's Wake. Les gens qui essayent d'étudier ces choses-là me disent que c'est à peu près illisible, sauf en faisant un grand effort. Et il y a une phrase dans ce Finnegan's Wake qui dit « Three quarks almost a mark ». Comme on verra plus tard, le nombre 3 fait référence à une des propriétés des quarks. Donc c'est pour ça qu'un physicien du XXe siècle les a baptisés comme ça. Et ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les quarks et les leptons, au niveau de nos connaissances actuelles, sont les constituants les plus élémentaires de la matière. Donc toute matière peut être faite à partir de compositions de quarks et de leptons. On regardera un peu quelles sont leurs propriétés pour comprendre comment on peut faire ces assemblages. Et la taille des quarks et des leptons, à notre connaissance, est 0. Ou plutôt, on sait que si jamais ils ont une structure, là il y a une coquille, hein, c'est pas moins 84, c'est moins 18. Excusez-moi pour ça, je corrigerai ça après. Donc les quarks et les leptons sont au mieux de taille 10 000 fois plus petites que les noyaux, mais ils sont peut-être encore plus petits et ils n'ont peut-être pas de taille. Donc c'est vraiment des structures physiques fondamentales dans le sens qu'elles n'ont pas de constituants internes, elles n'ont pas de dynamique interne. Il n'y a rien plus petit que ça, si on me permet de faire une phrase encore plus simplifiée. Donc des quarks et des leptons. Alors qui est quark, qui est lepton dans l'affaire? Si on prend un atome, vous avez dans les atomes le noyau, on a dit au centre, 10 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Il y a un nuage d'électrons autour du noyau, et le noyau à l'intérieur contient des protons et des neutrons. Mais les protons et les neutrons, eux, sont faits de quarks. Et il y en a 3 en fait. Il y a 3 quarks pour un proton, il y a 3 quarks qui ont des noms différents pour un neutron. Alors on les appelle up et down, qui sont des noms pas très jolis, mais c'est pratique. Essentiellement parce que le up est en haut et le down en bas. Et pour les leptons, on a déjà parlé de l'électron, mais on sait aussi qu'il a un partenaire, qui est une particule extrêmement mystérieuse et intéressante, qui est une particule de charge neutre, alors que l'électron a une charge négative. Et l'électron et le neutrino forment une paire, comme les up et down. Alors, avec les électrons, les up et les down, on peut créer des atomes. Avec les atomes, on peut faire des molécules. Avec les molécules, vous pouvez faire des composants plus complexes, comme par exemple des tissus, des organes, des êtres vivants, ou alors des matériaux, des planètes, etc. Donc a priori, avec ça, on a tout ce qu'il faut pour décrire toute la matière connue. À cela, il faut rajouter qu'en fait, ce qu'on vient de dire, qui permet a priori d'expliquer tout, n'est qu'une petite fraction de ce qui existe en termes de quarks et leptons. Déjà, on en rate un facteur 2, parce qu'en plus de ceux qu'on a parlé, chacun d'entre eux a une antiparticule. De même qu'il y a des électrons, il existe des particules qui s'appellent des anti-électrons, ou des positons en ancien français, des positrons plus souvent de nos jours, qui est identique à l'électron en tout, sauf que sa charge électrique est opposée. Donc il a une charge plus. Il y a des quarks up et down, avec lesquels on ferait des protons et des neutrons, mais il y a des antiquarks, des anti-up et des anti-down, avec lesquels on pourrait faire des antiprotons, des antineutrons. Et avec des antiprotons, des antineutrons, on pourrait faire des antinoyaux, et en faisant tourner des anti-électrons autour des antinoyaux, on pourrait faire des antiatomes. Et avec des antiatomes, après, vous pourriez a priori faire ce qu'on veut. Et il y a des expériences où vraiment on fabrique des antiatomes et on les étudie le temps qu'ils sont vivants. Donc c'est quelque chose qui existe. Donc déjà on a un facteur 2 dans le nombre de constituants de matière, sauf que déjà cette première moitié c'est un peu bizarre parce qu'on ne la voit jamais. Et l'autre surprise, c'est qu'il y a 2 photocopies de cette structure. Donc on s'est rendu compte que nos quarks et leptons faisaient une famille, mais qu'il y avait 2 autres familles. Et dans les familles 2 et 3, on a exactement la même structure de particules, avec exactement les mêmes charges, sauf qu'ils sont plus lourds en général. Donc par exemple, le cousin lourd de l'électron s'appelle un muon, il est environ 200 fois plus lourd. Et le cousin
le plus lourd des trois s'appelle le tau. Donc c'est une particule de charge -1 qui a essentiellement toutes les mêmes propriétés que l'électron, sauf qu'il est 3500 fois plus lourd. Pareil pour les neutrinos, sauf qu'on a une petite incertitude de nos jours sur savoir quelles sont leurs possibles masses. Ils sont très très légers. Et on a 4 autres quarks, 2 dans la deuxième famille, 2 dans la troisième famille. Et ce qui est surprenant, par exemple, c'est que ce quark-là, il est extrêmement, extrêmement lourd. Il est beaucoup plus lourd que n'importe quel autre constituant ici, là-dedans, même que la somme d'entre eux tous. Il est 170 fois plus lourd qu'un proton. Et on ne sait pas pourquoi. Alors il y avait un physicien qui avait dit, quand on s'est rendu compte de cette structure, mais qui a commandé toutes ces autres particules, à quoi elles servent. Je laisse le point d'interrogation ouvert, parce que c'est des questions que nous étudions de nos jours. Nous n'avons pas encore de réponse complète à ces questions-là. Nous avons des éléments de compréhension additionnels, mais c'est des domaines de recherche en pleine activité de nos jours. Alors avec ça, on a parlé de la matière. Je vous disais qu'on peut assembler la matière, on peut avoir des nuages d'électrons autour de noyaux. Comment ça se fait que les électrons restent autour d'un noyau et ne partent pas? Eh bien, c'est parce qu'ils interagissent avec le noyau. Et ces interactions sont essentiellement, l'image que vous avez le plus en tête, c'est essentiellement des forces. Ça peut être par exemple des forces attractives qui feraient que l'électron est autour du noyau. Il y a d'autres types de forces. Vous pouvez vous faire une image d'une force entre deux particules en disant, bon, si elles sont séparées d'une certaine distance, et si elles ont envie soit de s'attirer, soit de se repousser, c'est qu'il y a une force entre elles. Nous, on préfère parler d'interaction, parce que du fait que nous sommes en train de regarder l'infiniment petit, il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe, c'est que pour nous, des particules, des ondes, sont les deux des manifestations d'une même réalité physique qu'on appelle un champ. Donc, par exemple ici, dans ce dessin, je suis en train de dessiner une petite boule qui est une image pour parler d'une particule, mais je suis en train de représenter aussi des petits traits comme ça qui oscillent, qui ont l'air de ressembler à des ondes, mais je suis en train de mettre ici des petites flèches qui s'éloignent d'une zone floue pour montrer qu'il y a un champ, et ce machin-là qui est une sorte d'onde diffuse, c'est à mi-chemin entre l'onde et le champ. Donc pour nous, ces trois façons de considérer les constituants physiques subatomiques, c'est les mêmes. Particules, ondes, champs, c'est la même chose. Et le point important, c'est que les particules interagissent entre elles, non pas parce qu'il y a des forces, mais parce qu'elles échangent des particules d'interaction. Donc c'est des échanges, des transferts d'énergie et d'impulsion entre particules qui font qu'elles se rapprochent ou qu'elles s'éloignent. Et il y a 4 interactions fondamentales. Elles ont des noms qui, pour certaines d'entre elles, vous sont connus. La gravitation, c'est celle qui fait que la Lune tourne autour de la Terre. Ce serait plus précis de dire que la Lune tombe vers la Terre, sauf que le temps que ça va lui prendre, la chute est infini a priori, alors que la pomme de Newton, elle tombe en quelques secondes. Mais c'est le même processus qui est à l'œuvre. Il y a l'électromagnétisme, ce qui fait que les charges de même signe tendent à se repousser et les charges de signes opposés tendent à se rapprocher. Et c'est aussi le magnétisme. Et il y a les interactions qui ont lieu dans les noyaux atomiques. Donc par exemple celle qui fait que des protons et des neutrons sont ensemble dans les noyaux, alors que les protons qui ont des charges n'ont pas envie d'être ensemble. On appelle ça l'interaction nucléaire forte. Et il y a une autre interaction qui est celle responsable d'un certain type de processus de radioactivité qu'on appelle l'interaction nucléaire faible. Et il y a une hiérarchie. Si on compare l'intensité d'interaction entre deux protons proches, on peut se dire qu'est-ce qui est plus fort? L'attraction gravitationnelle, la répulsion électromagnétisme, l'attraction forte ou les possibles interactions faibles entre eux. On peut mesurer ces choses-là et on se rend compte que la gravitation est beaucoup plus petite que la deuxième interaction la plus intense, qui est la nucléaire faible, qui elle est beaucoup plus petite que l'électromagnétique, qui elle est plus petite que la forte. Donc j'ai représenté l'intensité relative de ces interactions avec ces chiffres-là. Si je disais que l'unité d'interaction vaut 1 pour les fortes, on se rend compte que la répulsion électromagnétique entre deux protons est 100 fois moins intense. C'est pour ça que les protons peuvent être ensemble dans des noyaux. Le bilan des interactions entre eux, c'est 1 pour l'électromagnétisme et 100 qui est répulsif, et 100 pour l'attraction forte. C'est pour ça qu'il y a des noyaux. Les interactions faibles, comme elles sont faibles, c'est 1 million de fois moins intenses.
D'ailleurs, entre deux protons, ce n'est pas un processus très important, mais par exemple, c'est celle qui fait qu'il y a des désintégrations bêta qui font que des neutrons deviennent des protons en émettant des leptons. Et finalement, la gravitation est tellement plus petite qu'on peut la négliger. Donc, on n'en parle pas quand on fait de la physique subatomique. À l'échelle des conditions dans lesquelles nous faisons des expériences de physique subatomique, la gravitation ne joue absolument aucun rôle, vous vous rendez compte. 10 puissance moins 40, je perdrais facilement le compte en exprimant ça en termes de milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Je crois que j'en rate encore un peu. Donc nous avons un panorama de ce qu'est une interaction comme échange de particules. Donc par exemple ici, je suis en train de vous dire que vous avez un électron qui se déplace à proximité d'un autre électron et ils échangent une particule d'interaction électromagnétique qui est le photon, et de ce fait, ils partent dans des directions opposées. De la même façon, on pourrait décrire les interactions nucléaires faibles et les interactions nucléaires fortes avec ces mêmes arguments. Donc là, nous avons par exemple des quarks qui interagissent entre eux par l'échange de nouvelles particules qu'on appelle des gluons. Alors, on peut s'imaginer dans une analogie que je n'aime que très partiellement. En général, les analogies sont intéressantes parce qu'elles donnent une image de ce qu'on veut dire, mais en général, elles sont dangereuses parce que l'image est fausse. Mais imaginez que vous avez deux copains qui sont en train de jouer à la balle, et chacun d'entre eux sur un bateau. Alors, quand ce copain envoie la balle, du fait de la loi d'action-réaction, son bateau part un peu vers la gauche s'il envoie la balle à droite. Il recule. Et quand lui recevra la balle, son bateau partira à droite au moment où il encaisse le coup qu'il reçoit. Donc on pourrait dire qu'ils ont interagi entre eux par échange d'une balle. Alors, sympa comme analogie, ça ressemble un peu à ça. Le grand danger, c'est que ça ne vous permet jamais d'avoir des interactions attractives. Il faudrait des balles de masse négative pour ça. Donc, voilà. Et donc avec tout ça, j'étais en train de vous présenter par morceaux un tableau que le CNRS avait produit il y a quelques années et qui probablement vous avez vu dans vos lycées. Hein. Il a été diffusé dans quasiment tous les lycées de France, je pense, où nous avons une description complète de ce que je viens de dire par morceaux. Donc on a parlé des quarks et leptons de la première famille, les deux autres familles, les interactions fondamentales. Avec ceci, on peut expliquer tous les phénomènes que nous connaissons dans les échelles qui ne touchent pas à la cosmologie. Donc tout ce qui se situe à des échelles de distance inférieures à la cosmologie, il n'y a rien que nous ayons confronté qui soit crucialement en contradiction avec ce que nous permet de décrire le modèle standard des interactions et particules fondamentales. Donc nous avons un cadre conceptuel pour comprendre pourquoi cette chaise est formée de tissus organiques, quels sont les liens entre ces choses-là, qu'est-ce qu'il y a dans des cristaux, qu'est-ce qu'il y a dans des atomes, la dynamique d'une planète, la plupart des processus qui ont lieu à l'échelle du Soleil, non seulement l'émission de lumière, mais aussi l'émission de particules telles que les neutrinos. En fait, on a un modèle assez complet de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est un modèle assez complet, le modèle standard, parce qu'il nous dit quel est le contenu physique des particules de matière, quelle est leur dynamique, c'est comment elles interagissent entre elles, quelles sont les lois qui font qu'il y a des systèmes qui peuvent s'assembler de façon stable, et une chose qui n'est pas dans le poster que je montrais là dans l'image précédente, mais qui sera dans la nouvelle version du poster qu'on fera circuler à partir de 2015 dans les lycées, le modèle standard nous prédit qu'en plus de la matière et des interactions, il y a une autre chose, c'est le champ de Higgs. Et le champ de Higgs, comme j'espère vous convaincre, est quelque chose de très très important parce que ce n'est ni de la matière ni de l'interaction. Ça a des propriétés qui pourraient ressembler à l'une ou à l'autre, mais jamais complètement. Mais la matière et l'interaction ont besoin de l'existence du champ de Higgs. Parce que c'est à travers l'interaction de la matière et des particules d'interaction avec le Higgs qu'il y a des masses. Alors ça, c'est une phrase qui se dit comme ça rapidement, qui n'est pas si simple que ça à décrire avec un peu plus de détails. Donc je vais me permettre à nouveau une analogie, et à nouveau c'est une analogie mauvaise, mais bon, j'essaierai de vous montrer jusqu'où on peut la forcer.
Alors commençons par la partie banale de l'affaire. Donc un collègue avait essayé de trouver une façon d'expliquer ça au grand public. Il s'est dit, je vais imaginer que j'ai une sorte de réception sociale, il y a tout un tas de gens. Donc la salle est à peu près pleine et ils sont à l'attente d'un personnage très célèbre. Alors quand cette personne rentre, tout le monde veut lui dire bonjour. Alors les gens se tassent autour de cette personne qui en fait ne voulait faire que traverser la salle. Comme elle est extrêmement célèbre, au fur et à mesure qu'elle avance, il y a plus de gens qui lui disent bonjour et donc elle traîne autour d'elle en permanence un petit nuage de supporters. Bonjour madame, tatata. Si c'était un inconnu, d'ailleurs il y en a un dans le dessin, qui traverse la salle, personne ne le connaît, donc il est chaque fois plus loin d'une image à l'autre, et donc il avance plus vite. Donc ce qu'on va dire, c'est que cette dame a un taux d'interaction avec son environnement qui est grand, et donc elle avance lentement, c'est comme si elle était lourde, tandis que le sinistre inconnu, lui, il est léger, il va tout seul devant. Bon, je vais essayer de recommencer cette analogie avec des mots qui font un peu plus sérieux. Alors, imaginez que les particules n'avaient pas de masse. Alors, les objets qui n'ont pas de masse, ils se déplacent à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse maximale à laquelle peut aller un objet. Ils n'ont pas de masse, ils n'ont pas d'inertie. Ils vont à la vitesse de la lumière. Eh bien, des objets qui vont à la vitesse de la lumière, ils ne peuvent jamais faire d'état lié. Vous ne pouvez pas avoir un nuage d'électrons autour d'un noyau, parce que les électrons, entre guillemets, doivent tourner. Ils ne vont pas en ligne droite à la vitesse de la lumière. Donc, c'est en contradiction avec ce que nous voyons tous les jours. Et le rôle du champ de Higgs dans cette affaire, c'est qu'il est partout, à tout moment. Où que vous soyez, où que vous regardez, il y a, là où vous croyez qu'il n'y a que du vide, il y a du champ de Higgs. Il y a une quantité non nulle de champ de Higgs partout, à tout moment. Et donc, quand ces particules interagissent avec ce champ qui n'est jamais nul et qui est toujours partout, eh bien, elles sont entre guillemets freinées, comme dans mon analogie bidon là, et donc elles se comportent comme des particules massives. Certaines interagissent beaucoup, sont très lourdes, certaines interagissent peu, sont moins lourdes. Donc une autre façon de le dire, peut-être un peu plus brutale, un peu fausse aussi, serait de dire que le champ de Higgs crée une viscosité du vide. Le vide est, en physique atomique, une chose de très compliquée. Déjà, le vide n'est jamais vide, parce qu'il est en permanence création et destruction de matière et d'antimatière, mais en plus le vide a un champ de Higgs qui n'est jamais nul, et donc la viscosité du vide est une propriété de ce que vit une particule fondamentale quand elle mène sa pénible existence dans ces échelles de distance. Alors j'ai un petit truc là écrit en tout petit pour que vous ne le voyez presque pas. Ce que je viens de dire ne concerne que la masse des particules fondamentales. La raison pour laquelle vous pesez 60 kg est une autre. C'est essentiellement dû à l'énergie de liaison entre les composants. Donc ne confondez pas la masse des particules fondamentales et la masse qu'on pèse dans une balance. Ça peut être vrai pour les électrons ou les protons. Et pour finir ma discussion avec encore une analogie, je vais essayer de vous montrer pourquoi le champ de Higgs n'est jamais nul. Ce qu'il y a représenté dans cette figure, c'est découper ce qu'on appelle un puits de potentiel. Vous pouvez vous imaginer ça comme le fond d'une bouteille. Et vous mettez une bille là-dedans. Bien évidemment, cette bille va vouloir être à l'endroit le plus bas possible parce qu'elle veut tomber dans le champ de gravitation. Et si la forme de votre bouteille est comme ci, eh bien la bille va se placer là, en plein centre. Et là, c'est un endroit où le champ de Higgs vaut 0. Donc ça, ce serait un vide, c'est-à-dire l'endroit le plus bas où peut être votre bille, où le Higgs est nul. Par contre, comme il arrive le plus souvent dans la vie, imaginez que la forme de votre bouteille au fond est comme ça. L'endroit le plus bas où peut être votre bille n'est pas celui où le champ est nul, ce qui serait ici l'équivalent, parce que là, la bille, si jamais elle est posée là, c'est une position d'équilibre instable. Elle va tomber d'un côté ou de l'autre, tandis que ça, c'est une position d'équilibre stable où elle ne va plus bouger. Et donc, cette bille, après, a deux possibilités. Soit elle tourne comme ça, soit elle essaye de remonter. Donc, il y a une partie de la dynamique de cette bille qui est semblable à celle du vide trivial, où la bille ne peut que remonter. Mais il y a une autre possibilité, c'est qu'elle tourne. Donc, ce vide est plus compliqué que ce vide. On suppose que dans le passé,
à des âges très tôt de l'univers, le champ de Higgs avait cette forme, et à un moment donné, il a basculé pour cette forme. Il a fait ce qu'on appelle une transition de phase, comme quand vous avez un liquide qui bout et qui devient gazeux, ou un liquide que vous mettez au congélateur et qui devient solide. Le champ de Higgs a fait une transition de phase, peut-être, au début de l'histoire de l'univers. Et donc, avec ces phrases-là, je pense qu'il est grand temps de changer de sujet. Je crois vous avoir expliqué pourquoi nous considérons que la recherche du champ de Higgs par sa manifestation physique, qui est la particule de Higgs, le boson de Higgs, était un enjeu fondamental de notre programme de recherche, du fait de son rôle très particulier dans la structure du modèle standard. Alors, où est-ce qu'on a fait ça ? Eh bien, on a fait ça à la frontière entre la France et la Suisse. Donc, là, il y a le Mont Blanc. Une photo probablement prise de côté du Jura. Et une photo un peu équivalente, mais prise de notre perspective, vous indique dans cette région l'aéroport de Genève. Donc, ça vous donne un peu une échelle de distance. Et l'endroit où se trouve le laboratoire européen de physique des particules, le CERN, qui est très proche de la ligne pointillée qui est la frontière entre la France et la Suisse. Il y a des structures souterraines qui sont gérées par le CERN, l'anneau du collisionneur LHC dont on parlera plus en détail, et cette ellipse représente l'endroit où se trouve cet anneau souterrain. Donc, chose amusante, si vous comptez, vous remarquerez qu'il traverse 4 fois la frontière. Donc, heureusement, maintenant, les choses sont devenues plus simples, mais il y a eu des époques où donc, ça signifiait avoir une douane avec un poste frontière et montrer son passeport, etc. pour pouvoir traverser l'anneau. Et plus intéressant, c'est de le voir comment ça se passe en 3 dimensions. Donc ça, c'est une découpe qui vous montre où se trouve l'anneau par rapport à la surface. Donc ça, c'est le lac Léman. Donc, la profondeur de ces puits varie selon l'endroit où vous les regardez, entre 70 et 140 mètres, parce qu'en fait il est un peu incliné, parce qu'il suit les plaques tectoniques pour des raisons de génie civil, c'est ce qu'il y a de plus stable comme structure. Donc c'était mieux que de le faire vraiment à l'horizontale. Et donc ça vous donne une image de comment est cet anneau là-dedans. Il y a des petits anneaux supplémentaires, et là-dedans il y a un dispositif qu'on injecte avec des protons, qui vont circuler là-dedans et vont atteindre des vitesses très très proches de celles de la lumière, dans un processus qui nominalement devrait prendre une vingtaine de minutes. Et l'énergie qui atteigne ces protons, je l'ai indiqué ici, en unité de téraélectronvolts. Alors téra, si vous vous rappelez, dans le tableau précédent, ça veut dire 10 puissance 9 c'est giga, 10 puissance 12 c'est téra. Donc 1 million, 2 millions d'électronvolts. Électronvolt, c'est l'énergie qu'a un électron quand il est dans une différence de potentiel de 1 volt. Ou, pour ceux qui ont appris ça en d'autres quantités, ça voudra dire 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc c'est des chiffres qu'on regardera plus tard avec des références plus précises. Alors pourquoi on fait ça ? Eh bien, le point, c'est qu'on va mettre à profit la relation d'Einstein, que vous connaissez tous, ici, qui peut se lire de plein de façons, mais celle qui est la plus importante pour nous, c'est de dire qu'il y a une totale équivalence entre la matière, la masse et l'énergie. Donc quand vous mesurez l'énergie totale d'un système, elle est faite en partie de masse et en partie d'énergie cinétique et d'autres formes d'énergie, mais ce système, en évoluant, il peut changer le bilan entre masse et énergie cinétique. Donc vous pouvez par exemple avoir un système initial qui est 2 particules qui vont se cogner et qui sont à très grande vitesse. Donc c'est un système qui a essentiellement de l'énergie cinétique. Et après la collision, vous allez avoir production de tout un tas de particules qui peuvent être plus lourdes que les particules initiales. Donc vous démarrez avec un système fait essentiellement d'énergie et vous finissez avec un système qui est à moitié fait d'énergie, à moitié fait de masse. On peut se retrouver dans une situation amusante où vous faites cogner 2 particules légères et vous produisez des dizaines, voire des centaines de particules très lourdes. On va être un peu plus précis avec ça. Ce qu'on cherche à faire au LHC, on s'y rapproche petit à petit, c'est de faire des collisions dont l'énergie qui peut se libérer est de 40 téraélectronvolts. Je
Je vous ai dit qu'il y avait 7 téraélectronvolts par faisceau. C'est l'équivalent de la masse de 15 000 protons. Donc c'est des collisions proton-proton, mais l'énergie disponible permettrait d'en faire jusqu'à 15 000 d'un coup. Et comme tout à l'heure je vous disais que sonder des domaines de petite taille, c'est utiliser des énergies grandes, la conversion d'énergie en distance veut dire que nous allons tester des distances qui sont de l'ordre de 10-18 cm, c'est-à-dire 100 fois plus petit que ce que je disais était la taille possible maximale des quarks et leptons, la borne qu'on a sur ces choses-là. Donc on va regarder des distances qui sont plus petites que notre échelle actuelle de connaissance de la possible taille des particules de matière les plus fondamentales. En fait, un peu moins, parce que les protons sont des objets compliqués. Je vous ai dit que les protons ont des quarks 3 a priori. Et donc, en fait, quand vous faites une collision proton-proton, ce qui a vraiment lieu, c'est un processus plus élaboré, où il peut y avoir des interactions entre les quarks de chaque proton et les gluons qui sont ceux qui font qu'ils sont ensemble. Donc en fait, comment fonctionne l'accélérateur ? L'accélérateur possède des paquets de protons. Donc ce n'est pas un faisceau continu de protons qui tourne dans le LHC, c'est des paquets qui sont séparés entre eux. Et chaque paquet contient un petit nuage de protons. Et donc il y a un faisceau bleu où les protons tournent dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, et un faisceau rouge où les protons tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et il y a quelques endroits où ils se croisent. Et quand ces paquets se croisent, il va y avoir des interactions proton-proton qui de temps en temps vont être très proches d'une collision quark-quark ou quark-gluon ou gluon-gluon. Et donc en fait, ce qu'on a, c'est que le processus qui nous intéresse vraiment, c'est à ce niveau-là. Mais donc ces quarks et ces gluons emportent seulement une fraction de l'énergie du proton, et donc en fait, on ne sonde pas vraiment 14 téraélectronvolts d'un coup, on teste une fraction variable selon la collision. Et en quoi ces chiffres sont intéressants ? Il y a plusieurs raisons, mais deux d'entre elles, c'est que cet instrument surpasse les machines qui avaient été construites auparavant sur deux critères fondamentaux. Le premier, c'est l'énergie, que je viens de discuter, et l'autre, c'est ce qu'on appelle nous la luminosité instantanée. Ça, c'est un mot technique pour essentiellement vous dire combien de paquets, combien de protons dans chaque paquet, et quelle est la taille de ces paquets. Donc ce qu'on veut, c'est des paquets extrêmement minces, extrêmement compacts et extrêmement denses. Et donc de cette façon-là, on va avoir beaucoup de collisions avec des transferts importants d'énergie. Que valent ces énergies ? Que valent ces transferts ? Faisons un peu des analogies, qui maintenant sont des vraies analogies correctes. On va comparer des carottes avec des carottes. On va comparer des électronvolts avec des électronvolts. Bon. En mode nominal, au LHC, on pourrait avoir presque 3000 paquets. Chaque paquet contient environ 100 milliards de protons, et chaque proton a une énergie cinétique de 7 téraélectronvolts. Ça veut dire que si vous faites la somme de toute l'énergie cinétique qui correspond à ça, vous atteignez le chiffre de 360 mégajoules. C'est ça l'énergie stockée dans un faisceau LHC. Vous pouvez comparer ça à une autre énergie. Par exemple, vous pesez votre éléphant préféré, vous mesurez la vitesse typique d'un éléphant et vous regardez combien d'éléphants il vous faut pour atteindre ce chiffre-là. Il vous faut un paquet de 120 éléphants qui rentre en collision avec un paquet de 120 éléphants. Donc c'est ça l'idée de l'énergie cinétique. Mais il y a un point à considérer, c'est que ces éléphants vont devoir croiser une région qui est beaucoup plus petite que la taille moyenne d'un éléphant, puisqu'on a dit qu'on voulait que nos paquets de protons soient extrêmement minces et extrêmement denses. Alors par exemple, si j'avais pris une vraie aiguille de celles qu'on trouve dans le commerce, on peut s'imaginer que le petit orifice-là fasse 300 microns de diamètre. Les faisceaux de protons au LHC sont encore un facteur 20 plus petit. Donc c'est même pas que vous allez faire passer vos éléphants par l'orifice d'une aiguille, vous allez les faire passer par quelque chose qui est encore plus petit. Vous pouvez vous imaginer que ça doit faire du boucan un tel processus de compactification d'éléphants. Mais si on veut en revenir à quelque chose d'un peu plus faisable, réfléchissons à un individu là qui transporte, je ne sais pas, le chikungunya ou autre chose, qui se déplace à une vitesse dont j'ignore ce que c'est, mais ça doit être de mètres par seconde, peut-être un peu moins. Quelle est l'énergie cinétique d'un moustique en vol ? Eh bien, c'est équivalent à l'énergie d'un proton à 7 électronvolts. Donc en fait, vous pouvez vous imaginer qu'un proton, en termes d'énergie au LHC, c'est un moustique.
Donc vous avez 100 milliards de moustiques qui foncent vers vous quasiment à la vitesse de la lumière. Ça vous donne un peu une idée de ce que ça signifie. Ça ne doit pas être très agréable. On peut aussi comparer à d'autres quantités. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de très recommandable, mais si vous vouliez mesurer l'énergie chimique qui se libère quand vous faites exploser de la dynamite, eh ben, si la quantité de dynamite dont vous disposez, c'est la centaine de kilos, c'est équivalent à l'énergie qu'il y a dans un faisceau du LHC. Donc là, j'étais en train de comparer à des énergies cinétiques d'êtres vivants. Là, je suis en train de comparer à l'énergie chimique. On peut aussi à nouveau la comparer à une énergie cinétique d'un objet de fabrication industrielle extrêmement lourd. Vous prenez la 380. Là, il ne va même pas à la vitesse de croisière, mais ça vous met à peu près le même ordre de grandeur. Une autre forme de libération d'énergie chimique qui est tout à fait pertinente de discuter, c'est quelle est l'énergie que vous pouvez utiliser quand vous faites de la combustion d'essence, qui est celle qui après vous convertissez en énergie cinétique pour votre voiture. Eh bien, le faisceau du LHC, c'est l'équivalent de 8 litres d'essence, donc 360 mégajoules. Ça vous indique, étant donné le petit volume qui occupe 8 litres, à quel point c'est une source d'énergie extrêmement, extrêmement rentable. Et c'est pourquoi nos sociétés sont devenues tellement gourmandes de ce genre d'énergie et pourquoi c'est un tel défi de chercher des énergies alternatives qui puissent, non pas concurrencer, mais de façon intégrale, plus ou moins nous reproduire ce que nous réussissons à faire avec ça. Ça, je pense que c'est un très bon indicateur quand on le compare à un machin de 27 km, etc., avec des protons à la vitesse de la lumière, etc. Après, il y a d'autres formes d'énergie. Par exemple, quand on s'alimente, on absorbe des calories. Alors, par exemple, 15 kg de chocolat, c'est l'équivalent en énergie que vous allez absorber au LHC. 15 kg de chocolat, c'est 150 barres de 1000 K de 100 grammes. Hein. Donc ça peut se manger, c'est pas bon de le manger trop vite. Et en sachant que les protons vont presque à la vitesse de la lumière, et en sachant que les paquets sont assez proches, vous recevez un paquet de protons au LHC toutes les 25 nanosecondes, les 25 milliardièmes de seconde, c'est-à-dire vous en recevez 40 millions de fois par seconde. Alors je ne vous conseille pas de manger 15 kg de chocolat en 25 nanosecondes, ça ne doit vraiment pas être bon. Et puis une autre que je n'arrive pas vraiment à trouver quelque chose de pertinent, c'est aussi que vous pouvez faire fondre du cuivre avec l'énergie, là ce sera de l'énergie thermique pour faire la transition entre du cuivre en état solide et liquide. Et bien vous pouvez fondre 12 tonnes de cuivre. Donc voilà, ça c'était quelques chiffres pour mettre la chose en perspective. On pourrait aussi donner des chiffres à un niveau plus technique. Alors je ne vais pas parcourir ce tableau dans son intégralité, mais je voudrais tout de même vous montrer 2 ou 3 d'entre eux. Bon, on a parlé de la taille de l'anneau, 27 km de circonférence. On a aussi dit qu'il se trouvait entre 100 et 150 mètres sous terre. Et une chose importante, c'est que les protons sont accélérés parce qu'il y a un ensemble d'aimants qui font que les protons, en se rapprochant de l'aimant, veulent aller vite. Et une fois qu'ils traversent l'aimant, ils sont repoussés, donc vont encore plus vite. C'est ça le mécanisme d'accélération. Et comme on veut qu'ils atteignent des vitesses aussi proches que celles de la lumière, le mécanisme de ces aimants, c'est essentiellement des bobines dans lesquelles on fait circuler un courant, eh ben, il faut que ce soit des très grands courants, et donc c'est des techniques de supraconductivité. Alors, supraconductivité, c'est une propriété que possèdent certains matériaux, qui est que quand ils sont suffisamment froids, quand leur température est en dessous d'une valeur seuil, la résistance électrique de ce matériau devient essentiellement zéro. Et donc vous pouvez faire passer des courants extrêmement importants sans qu'il y ait des problèmes de surchauffe. Alors, les aimants au LHC sont supraconducteurs et doivent être à une température inférieure à 2 degrés Kelvin. Alors 2 degrés Kelvin, si vous savez que 0 degrés quand l'eau glace, c'est 273 Kelvin, ça veut dire moins 271 degrés. C'est assez froid. Ce n'est pas un froid qui soit, d'un point de vue technique, infaisable. Ici, vous montez quelques étages, vous allez trouver des gens qui, sur leur paillasse, descendent bien en dessous de ces températures-là. Et c'est des gens qui peuvent atteindre des fractions de Kelvin
des très petites fractions de Kelvin, donc des endroits où le froid est quasiment absolu. C'est la température la plus petite qu'on puisse atteindre, mais c'est sur des petites régions. Au LHC, il faut le faire sur des milliers de composants disposés sur 27 km. Alors à une époque, il y avait des gens qui disaient que le LHC était l'endroit le plus froid de l'univers, parce qu'il s'avère que quand vous mesurez la température et que vous êtes loin de toute galaxie, la température est d'environ 3 degrés Kelvin. Je viens de vous montrer que ce n'est pas vrai. Ici à Jussieu, il fait plus froid qu'entre des galaxies par moment. Par contre, ce que je pense est une affirmation correcte, c'est de dire que le LHC est le plus grand frigo du système solaire. Ça, je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Et pour ceux qui ont des idées de ces chiffres, le courant qu'on veut faire circuler dans les aimants du LHC, c'est 13 000 ampères. Alors chez vous, typiquement, dans vos prises, vous avez le droit d'extraire du courant de quelques ampères. Et sinon, il y a le disjoncteur qui saute. Donc là, on parle de 13 000 ampères. Pour des milliers de composants. Donc ça vous donne une idée de la consommation en énergie pour faire fonctionner le LHC. Les 360 mégajoules dont je parlais, c'est l'énergie des faisceaux. Ça, ce serait l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le LHC. C'est un chiffre plus important, bien sûr. Ça correspond à peu près à un quart de la consommation d'énergie du canton de Genève. Et c'est essentiellement produit par la France. Ça vient de l'électricité faite dans les centrales nucléaires. Passons maintenant à des images. Je vous ai dit qu'il y avait 1200 et quelques aimants. Voici quelques-uns. Au moment où, après fabrication, ils ont été stockés au CERN avant de les descendre dans les galeries souterraines. Donc comme il y a des voitures, vous avez une image de la taille des aimants. Donc c'est typiquement une quinzaine de mètres. C'est des objets de 15 mètres qu'il faut refroidir à 2 Kelvin. C'est un défi technologique. La gestion à la fois du nombre de composants et de la taille. Donc là, vous avez un de ces aimants au moment où il allait être descendu dans la galerie au LHC. Et là, vous avez un opérateur qui est en train de vérifier que les liaisons entre sections contiguës du LHC, qui contient les aimants et d'autres éléments, tout se fait bien. Là, ils sont en train de faire des soudures. Et là, il y a quelqu'un qui se déplace le long du tunnel du LHC. Alors, vous voyez que le vélo peut être un bon instrument pour le transport de personnes et de matériel. Et là, il y a aussi d'autres moyens de locomotion. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour de comment est le LHC. Et donc, on a des protons qui circulent dans les deux anneaux du LHC et ils vont se rencontrer à quelques points. Et dans ces points, il y a des collisions. Et ce que nous, on fait, les physiciens des particules, après le travail de nos collègues, les physiciens des accélérateurs, c'est d'étudier le résultat de ces collisions. Je vous ai anticipé que ce qu'on va faire, c'est produire d'autres particules dans la collision. Alors, comment on va identifier ce qui a lieu dans un processus comme ça? Alors, je vous invite à regarder cette figure avec un peu de soin. Je suis en train de placer ici la direction dans laquelle circulent les faisceaux de protons. Il y a un faisceau de protons qui rentre dans l'écran, il y a un faisceau de protons qui sort, et ils se rencontrent là. Après, je suis en train de projeter l'image de particules qui ont pu être produites. Alors ça peut être des particules chargées, ça peut être des particules neutres, ça peut être des particules qui sentent les interactions fortes, ça peut être des particules qui ne sentent pas les interactions fortes. Et donc, selon les propriétés des particules, nous allons installer des dispositifs instrumentaux adaptés pour mesurer le passage de ces particules et les quantités qui nous intéressent, comme leur énergie, leur direction et d'autres, leur charge. Alors, dans la région qui se trouve ici, à l'intérieur de cette zone marquée en mauve, se trouve un aimant. Et le champ magnétique de cet aimant pointe vers vous. Alors, quand une particule chargée se déplace dans un champ magnétique, elle tourne. Et donc, si vous regardez, cette ligne ici tourne un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à arriver ici et après elle va en ligne droite. Et celle-ci aussi tourne un petit peu et après elle va en ligne droite. Et celle-ci tourne en sens inverse. Donc ça c'est un proton, ça c'est un électron. Le proton a une charge plus, il tourne dans un sens, l'électron a une charge moins, il tourne dans l'autre. Par contre, des particules neutres, comme un photon, vont tout droit. C'est pour ça qu'on les met là en pointillé. Donc
si dans cette région, nous plaçons, et c'est indiqué un petit peu là par ce dessin en gaufre et avec des lignes là, des senseurs qui vont mesurer le point de passage des particules chargées, nous pourrons savoir dans quel sens elle a tourné et donc connaître sa charge. Nous pourrons savoir si elle a tourné beaucoup ou peu, et donc savoir si elle allait vite ou lentement, plutôt à l'envers. Si elle tourne beaucoup, c'est qu'elle va lentement, si elle tourne peu, c'est qu'elle va vite. Et par contre, pour les particules neutres, on ne peut rien faire. Donc pour les particules neutres, il faudra installer un autre système, c'est ce qu'on appelle des calorimètres, où on va vouloir que le photon, il dépose la totalité de son énergie, il va s'écraser contre le calorimètre et produire une cascade de particules chaque fois plus légères. Et quand on mesure le flux total de cette cascade, on a l'énergie du photon. Donc on va dire qu'on a détecté un photon quand on a une cascade dans le calorimètre sans trace dans le trajectographe du champ magnétique. Et on va dire que c'est un électron si on peut associer une cascade dans le calorimètre avec une trace dans le trajectographe. On va dire que c'est un proton s'il traverse le premier calorimètre et ne dépose son énergie que dans le deuxième, qui est beaucoup plus grand et plus dense. Alors ce sera un proton. Si c'était une particule neutre qui dépose son énergie ici, ce sera un neutron. Si c'est une particule chargée qui après traverse les deux calorimètres et nous laisse à peine des signaux dans un deuxième spectromètre ici, on appellera ça un muon. Et si c'est un neutrino qui est neutre et qui n'interagit avec presque personne, en fait, on construit un algorithme, une séquence logique de coïncidence ou absence de coïncidence entre signaux dans différents niveaux des détecteurs pour déterminer qu'on a observé ou pas des particules et qu'on puisse mesurer leur impulsion, leur énergie, leur vitesse, leur direction, leur charge, etc. C'est ça, de façon succincte, la méthode en physique des particules pour étudier les collisions. Après, il y a des contraintes pratiques. On va faire 40 millions de collisions par seconde, donc il y aura des centaines de millions de particules produites par seconde. Il faudra gérer ça, mais bon, ça c'est un point technique sur lequel peut-être on reviendra plus tard, mais le temps passe. Donc, dans Atlas, CMS sont deux des détecteurs qu'on a au LHC. Il y en a deux autres qui s'appellent LHCb ou ALICE. Comme je vous ai anticipé, je travaille dans Atlas, donc je vais me concentrer essentiellement sur Atlas. Donc voici une photo qui a été prise au moment où on a commencé l'installation du détecteur Atlas dans la caverne. Donc un collègue qui est là vous permet de situer l'échelle de cette photo. Donc ça doit être un peu moins de 2 mètres. Et donc vous voyez que c'est un instrument de taille considérable. Et il s'appelle Atlas parce qu'on voulait un acronyme qui colle avec Atlas, donc on a un peu forcé les choses. Et donc c'est un toroïde à air qui est un système installé au LHC. Dans son ensemble, une vue d'artiste du détecteur Atlas vous montrerait l'endroit où se produisent les collisions et les différentes couches d'instruments dont je vous parlais tout à l'heure jusqu'aux plus grandes. Et comme là il y a une voiture, ça vous donne un peu à nouveau une échelle de quelle est la taille du détecteur Atlas. Et ça c'est le bâtiment qui se trouve 150 mètres plus haut que Atlas, il se trouve sous terre, sur le niveau de la Terre, donc Atlas est 150 mètres plus bas. Ici il y a d'autres collègues sur maintenant une représentation en imagerie numérisée du détecteur Atlas. Ça vous montre que donc on a à peu près 25 mètres d'ici là et 40 mètres d'ici là. Donc la galerie où se trouve Atlas souterraine, c'est un endroit où on pourrait mettre Notre-Dame. Et la galerie est ici. Ici, c'est l'accès pour monter vers la surface. Et ça, c'est le tunnel où se trouvent les faisceaux. Donc c'est un des instruments scientifiques les plus colossaux qui ont jamais été construits, sans aucun doute. Alors après, je pourrais vous faire parcourir en détail les différents constituants du détecteur Atlas. Donc je vous ai dit qu'il y en avait un dans un champ magnétique, et après il n'y avait pas de champ magnétique, etc. Les seules choses dont je vais vous faire mention, c'est que les instruments qui sont assemblés là ont été conçus à une époque où, à ce moment-là, c'était à la pointe de la technologie. Donc essentiellement, il y a des centaines de millions de senseurs qui vont détecter le passage des particules et vont être en capacité de mesurer ces choses-là au moins 40 millions de fois par seconde. Ce qui veut dire essentiellement que Atlas, c'est une sorte d'appareil photo comme celui que vous avez dans votre poche,
sauf que vous avez 8 ou 16 mégapixels. Donc là, on est en train de parler un peu plus d'un ordre de grandeur, 2 ordres de grandeur supérieurs en nombre de composants. Et surtout, c'est que vous n'arrivez pas à prendre 40 millions de photos par seconde. Donc c'est un appareil photo 3D extrêmement rapide. Alors par exemple, ici un des constituants, le calorimètre dont on avait parlé, qui pèse 170 tonnes. On est en train là de voir des photos de quand on le descendait dans les cavernes. Et ici, on voit les composants qui donnent le nom toroïdal à l'instrument Atlas. Ça, c'est des solénoïdes fermés et dans lesquels on fait circuler des courants pour avoir un champ magnétique. Avec cette photo, vous vous rendez compte de la taille de ces toroïdes. Ils sont tellement grands que pour les descendre dans la galerie, on ne pouvait pas les descendre à la verticale parce qu'ils sont plus hauts que la séparation entre le sol et le toit ici et le plafond. Et donc il fallait les descendre inclinés parce que couchés, ils ne passaient pas. Donc il y avait juste un angle possible pour cette manipulation. Et je vous ai dit que les faisceaux se croisent 40 millions de fois par seconde. Et donc, à ce rythme-là, il faut enregistrer des données. C'est juste infaisable. C'est beaucoup trop de données. Et donc, il y a un système électronique dans Atlas qui reçoit des informations à un rythme de 40 millions de fois par seconde, mais les réduit par étapes successives jusqu'à un taux de données qui est gérable, qui est de l'ordre de 200 événements par seconde, qui sont après enregistrés dans un système de distribution des données qu'on appelle la grille de calcul du LHC. De nos jours, ça s'appelle le nuage, c'est le cloud. Donc c'est un concept que maintenant vous utilisez tout le temps quand vous permettez que Apple ou Android gèrent tout sur votre vie et vous ne savez pas où se trouvent ces données, elles sont quelque part, et vous faites confiance à la gestion correcte qui est faite de ces données par Apple ou Android. Cette notion a été développée en physique des particules parce que nous sommes des équipes qui viennent de partout dans la planète, qui travaillent sur l'expérience Atlas, et donc ils doivent avoir accès à ces informations-là dans une gestion contrôlée de ces données. Et donc en fait, la grille de calcul du LHC, qui est centrée au CERN, dispatche sur 11 centres de calcul une copie intégrale des données prises par les expériences à environ 10% par grand nuage, et chacun de ces nuages après a des petits composants. Donc, par exemple, nous avons un nuage français qui est centré à Lyon, qui contient 10% des données du LHC, et le nuage français a des sous-ensembles à Paris, à Orsay, à Annecy, et plus surprenant, Bucarest et Tokyo par exemple. Le nuage français a une forme un peu diversifiée. Et donc l'idée, c'est que tous les utilisateurs de Atlas puissent avoir accès aux données qui sont produites par le détecteur Atlas, dont le volume intégré sur une année, c'est de 15 000 téraoctets. Donc à l'époque où on a conçu cette expérience, c'était des chiffres invraisemblables. De nos jours, certains d'entre vous ont sur leur PC 1 téraoctet d'espace disque. Bon, c'est juste 15 000 par an, c'est quelque chose qui a l'air à peu près faisable, mais le problème c'est que vous avez 3000 personnes qui veulent regarder ces données simultanément, et donc ça c'est un problème un peu plus compliqué. Et si on voulait exprimer ça, c'est que le taux de sauvegarde typique, c'est qu'il faut enregistrer 2 DVD par seconde. Alors vous regardez un film sur DVD, c'est 4 gigaoctets, vous ne pouvez pas le lire en 2 secondes, ça je suis sûr que ce n'est pas faisable. Donc la distribution vous permet d'atteindre ces vitesses. Et une autre façon de le dire, c'est que si vous intégriez, là c'est des CD malheureusement au moment où la figure était faite, donc il faut diviser par 5, si vous empilez vos CD pour enregistrer ces données, ça ferait une petite pile de 20 km de haut. Donc avec des DVD, ça ferait juste 4 km. Et l'expérience Atlas, je vous ai anticipé, nous sommes 3000 physiciens qui travaillons dans Atlas. Ça, c'est une photo qui a été prise dans un bâtiment dont la forme ressemble à celle du détecteur. Donc là, il y a un sous-ensemble de la collaboration. Et c'est une collaboration internationale. Il y a des pays, bien sûr, la quasi-totalité des pays d'Europe, mais il y a des pays du continent américain, de l'Asie. Tous les continents sont représentés, dont l'Afrique, etc. Et la France joue un rôle relativement important dans Atlas, même si nous ne sommes que 60 millions d'habitants dans une planète de 7 milliards. Nous avons 7 laboratoires qui forment partie de l'expérience Atlas, donc 775e, c'est beaucoup plus que 60 millions de 7 milliardièmes.
C'est un rôle assez important. Et nous sommes environ 150 physiciens français dans l'expérience. Donc là, nous sommes dans le tunnel du LHC et nous sommes à cheval sur un proton. Donc on va de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on se fait accélérer. Là, on se rapproche des vitesses relativistes parce qu'on commence à voir les choses de façon bizarre. Là, on voit les quarks à l'intérieur du proton. Et là, on s'approche du détecteur Atlas. Donc notre proton est là. Et vous remarquerez qu'à un moment, il y a un proton qui apparaît de l'autre côté, qui est là. Et les deux vont se rencontrer en plein milieu du détecteur Atlas. Bang, collision. Et donc, il y a tout un tas de particules qui sont produites. Et je vous indique en particulier cette ligne verte là et cette ligne verte là. Vous voyez que vous pouvez projeter deux des lignes qui ont été produites, qui sont marquées en couleur bleue. C'est une trace associée à une cascade électromagnétique, c'est des électrons. Plutôt un électron et un anti-électron. Ça a été produit par la désintégration d'un boson Z, qui est une particule neutre, qui bien sûr commence toujours avec cette même représentation de poursuivre le proton qui se fait accélérer et qui là va extrêmement vite et s'approche du détecteur Atlas et entrera en collision avec un autre proton d'ici 2 ou 3 secondes. Ici c'est... Et donc à nouveau, il y a un peu moins de particules qui ont été produites, mais vous remarquerez qu'il y a deux lignes qui ne laissent aucun dépôt d'énergie à mi-chemin. Et donc, celles-là, c'est des muons qui ont été détectés parce que c'est des traces qui après n'ont pas fait de cascade. Et donc c'est à nouveau la désintégration d'un boson Z, mais maintenant en paire muon-antimuon. Alors là, on nous a affranchi de la petite introduction et on passe directement à la collision. Et vous remarquerez que dans cette collision, quasiment toutes les particules partent vers le haut. Là, il y a un dépôt d'énergie important dans le calorimètre, donc c'est un électron. Mais il y a un énorme déficit de flot de particules vers le bas. Il y a un trou. Alors ce trou, c'est vraisemblablement un neutrino qui a emporté de l'énergie dans cette direction-là. Donc même si on ne peut pas observer le neutrino, on a observé un déficit dans le bilan d'énergie de la collision. Et donc on sait que c'est un boson W qui s'est désintégré en paire de leptons électrons-neutrinos. Et donc voilà, en 2011 et 2012, on a enregistré des données de ce type-là, avec les protocoles d'acquisition que je vous ai décrits de façon succincte. Et donc, ces figures ici sont en train de vous dire en 2011 et 2012 combien de données on a pris. Alors il faut dire que quand les paquets de protons se croisent, comme il y a 100 milliards de protons dans chaque paquet, il y a souvent plus d'une collision. En fait, par exemple, là on a un événement où il y a eu 20 collisions lors du croisement des faisceaux. Et ces deux petites lignes jaunes que vous voyez là, c'est le même Z en plus ou moins que je vous ai montré tout à l'heure dans le film. Donc non seulement à chaque collision, il y a des dizaines de particules qui sont produites, mais en plus il y a des dizaines de collisions simultanées. Et donc le détecteur Atlas doit savoir gérer ce genre d'informations. Et qu'est-ce qu'on cherche nous ? Puisqu'on fait des collisions à très haute énergie, on va pouvoir produire toutes les particules qui ont des masses accessibles à ces énergies, dont même les particules qu'on ne connaît pas à un moment donné. Donc en 2011 et en 2012, l'hypothèse c'était que le boson de Higgs existait et qu'on pourrait le produire au LHC et qu'on pourrait identifier sa production en identifiant les produits de sa désintégration. Parce que le boson de Higgs, lui, ne dure pas longtemps. C'est un petit sursaut du champ de Higgs qui a une vie très éphémère. Il vit 10 puissance moins 22 secondes. Le champ de Higgs, lui, il est toujours allumé. Alors, en fait, il y a des processus au LHC qui vont produire des bosons de Higgs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais essentiellement, vous avez des représentations imagées de ce qu'est la collision entre deux protons et la production d'un Higgs ici, avec d'autres choses la plupart du temps. Et donc, ce que nous allons chercher à identifier, c'est qu'est-ce qui lui arrive à lui et probablement qu'est-ce qui lui arrive aux autres particules produites dans le même processus. Le modèle standard nous disait qu'on savait qu'est-ce qui allait lui arriver au boson de Higgs si on connaissait sa masse. Sauf que comme on ne l'avait jamais observé, on ne connaissait pas sa masse, on ne savait pas où chercher, il fallait a priori chercher partout. Il pouvait être un peu léger, il pouvait être un peu lourd. On savait qu'il n'était pas trop léger parce qu'avant le LHC, des expériences ont essayé de le chercher et ne l'ont pas trouvé. Il pourrait être extrêmement lourd, sauf qu'il y a des contraintes par le modèle standard. Mais essentiellement, on devait chercher en aveugle à toutes les possibles masses. Donc on devait, entre guillemets, peser tout un tas de processus, voir si dans l'un d'entre eux, on identifiait des signaux qui étaient ceux de la production du boson de Higgs.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu l'équivalent, si vous vous placez au XXe siècle, quand vous regardez un film de l'époque, on cherchait une radio en faisant tourner une molette. On changeait la fréquence à laquelle l'antenne allait percevoir un signal électromagnétique, et donc en se baladant avec la molette, on écoutait différentes radios. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est balader une molette pour tout un tas de masses du boson de Higgs, et pour chacune de ces masses, on étudiait des processus différents à la recherche d'un signal de Higgs. Peut-être la partie la plus dure de la discussion aujourd'hui, ça va être ce transparent et le suivant. Mais la récompense, c'est qu'à la fin, je vous explique à quoi ça servait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser des candidats. Donc, il y a des particules qui sont produites et on va faire le bilan en masse de ces particules. C'est l'équivalent d'obtenir une masse. Et si jamais ces particules sont des filles du boson de Higgs, la masse totale de cet ensemble doit être la masse de Higgs. Et si jamais ces particules ont été produites juste par hasard, leur masse a une valeur quelconque. Donc, dans un cas, on a du signal qui devrait toujours être à une même masse, et dans l'autre cas, on a du bruit de fond qui peut avoir des masses plus ou moins aléatoires. Alors, si le boson de Higgs pesait 130 gigaélectronvolts, en pesant des événements avec 4 leptons, tous les événements où les 4 leptons étaient produits par le Higgs devraient se situer aux alentours de 130 gigaélectronvolts. Et quand vous avez 4 leptons par hasard, les distributions des poids sont autres. Si le boson de Higgs était plus lourd que 130, s'il pesait par exemple 150, ce pic du Higgs serait encore plus visible. Là, on est en train de parler qu'on aurait dû observer environ 12 plus 12, une trentaine de candidats. Là, on est en train de parler d'une cinquantaine de candidats. Si le boson de Higgs était encore plus lourd, s'il pesait 175 gigaélectronvolts, le problème, c'est qu'il commençait à s'accumuler à un endroit où il y a des signaux par hasard qui ne sont pas du Higgs. Et donc, ça deviendra un peu plus difficile de le voir. Parce que si vous faites la somme et vous retranchez ce qui n'est pas du Higgs, donc si du bleu vous retranchez le vert, vous vous retrouvez avec une trentaine de candidats au total. Donc 30, 50, 30. Si vous étiez rentré dans cette région, vous ne verrez quasiment rien parce que vous serez en compétition avec le bruit de fond. Et si le boson était extrêmement lourd, 300, alors là à nouveau il sortirait un pic qui serait facile à identifier par rapport au bruit de fond vert. Autrement dit, si le Higgs est léger, il est facile à identifier. Si le Higgs est léger mais pas trop, il est très facile à identifier. S'il est moyennement lourd, c'est difficile. S'il est lourd, c'est virtuellement impossible. Et s'il est très lourd, c'est facile à nouveau. Donc le processus de chercher le signal est un processus qui doit tenir en compte le fait que nous ne savions pas quelle était la masse du Higgs. On devait le chercher partout, là où c'était facile, là où c'était difficile. Alors ça, c'est l'exemple classique de comment chercher le boson de Higgs. Il y a un autre exemple qui, moi, à l'époque, me semblait être de la folie, qui était que de temps en temps, le Higgs se désintègre en 2 photons. Donc à nouveau, si le Higgs pesait 120 GeV, on devrait avoir une accumulation de signal à la masse 120. Mais la quantité de fois que LHC ont produit 2 photons par hasard est tellement grande qu'il est virtuellement impossible pour vous de distinguer là le petit rouge par rapport à la grande quantité d'événements qu'il y a qui ne sont pas du Higgs. Donc là, on parle de centaines d'événements de fond, de bruit de fond, de bruit, comparé à une poignée d'événements de signal. Alors après, on pouvait dire non, mais il ne faut pas les chercher comme ça, il faut ajouter des informations additionnelles, des contraintes additionnelles, et donc là, on commence à avoir une petite accumulation, une petite bosse. Sauf que là, on parle toujours d'une poignée d'événements de signal, mais comparé à des dizaines de fonds. Si on met des critères encore plus stricts, là, on voit un beau pic. Sauf que là, on n'a même pas des unités, là, on a 0,7. Donc on a peut-être 1, 2, 3 candidats de signal pour une dizaine de fonds. Et avec des critères absolument stricts, on aurait un extraordinaire pic, mais il faudrait attendre 50 ans. Et comme la durée de vie des physiciens est inférieure à ça, on n'avait pas envie de faire cette chose, donc on a développé des méthodes de plus en plus performantes pour essayer de sortir ce signal. Alors juste pour vous illustrer, ça c'est un événement que nous avons enregistré le 23, je crois que c'est un 5 mai 2012. Alors vous voyez là les dizaines de particules chargées qui ont été produites et 2 dépôts d'énergie dans le calorimètre. Et vous voyez qu'il n'y a pas de trace qui pointe directement vers ce dépôt.
Pour celui-là, ça a l'air un peu ambigu, mais si vous le regardez dans une autre projection, vous vous rendrez compte qu'il n'y en a pas du tout. Et là, on voit sous une autre forme les deux dépôts d'énergie qui sont ici. En pesant ces deux dépôts d'énergie, on obtenait 125 gigaélectronvolts. Nos collègues de CMS, donc l'autre expérience dont je n'ai quasiment pas parlé, avaient ici deux beaux dépôts d'énergie quasiment à 125 gigaélectronvolts pris une semaine plus tard. Une représentation imagée fausse, parce que vous voyez qu'il y a une fille qui est à un endroit où le taux de radioactivité lui interdit d'être. On a un événement où il y a eu un boson de Higgs qui a produit 4 leptons. Donc là, on voit les signaux de 2 muons, et ici, on a 2 électrons. C'est un Higgs qui se désintègre en 4 muons. Et quand on fait et là, on a un vrai événement qui donc a été mesuré en avril 2012, où on voit 2 électrons, les flèches vertes, et 2 muons, les flèches rouges. Et ici aussi, ça pesait 125 gigaélectronvolts. Alors, on a des lots de candidats qui on pèse. Et pour mieux voir qu'est-ce que ça donne, j'ai une autre représentation de cela en temps réel. Là, on est en train, au fur et à mesure que le temps passait, on obtenait des candidats et on les pesait. Chaque fois qu'on pesait un candidat à 250, on rajoutait un petit point ici. Donc vous les voyez, ils s'accumulent petit à petit. Et les zones en rouge et en mauve vous indiquent où est-ce que vous attendiez le bruit de fond. Donc pour l'instant, ça ressemble énormément à la distribution attendue du bruit de fond. Mais si vous regardez ici, vous avez eu une accumulation très importante d'événements qui ne sont pas dans la région où vous attendez du bruit de fond. Et après, si vous comparez ça à ce que vous auriez attendu si le Higgs pesait 125 gigaélectronvolts, eh ben ça ressemble pas mal. On a eu de la chance parce qu'en fait, on en a observé un peu plus que prévu. Quand on a pesé des paires de photons, donc vous voyez que le nombre d'événements qu'on obtenait en fonction du temps est beaucoup plus grand, mais c'est chaque fois des photons qui ne sont pas par paire fils d'un boson de Higgs. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passe, regardez, ici, il y a un petit ziwiwi qui commence à s'accumuler. Et ça suit très bien la prédiction de ce qui aurait été un boson de Higgs à 125 GeV, qui se désintégrait en 2 photons. Donc, coïncidence du signal en 2 photons avec le signal en 4 leptons, coïncidence des signaux dans Atlas et CMS, le résultat sur le boson de Higgs a pu être annoncé. Ce qui nous ramène dans la séquence de l'exposé aux photos du séminaire du 4 juillet 2012. Alors donc nous avons observé une particule dont les propriétés sont tout à fait compatibles avec celles attendues dans le cadre du modèle standard pour le boson de Higgs. Cependant, notre rôle maintenant, c'est de les mesurer avec détail pour vérifier avec précision si c'est vraiment les propriétés du boson de Higgs ou si c'est des propriétés proches mais un peu différentes. Et donc c'est le programme de travail qui nous vient maintenant. Et en parallèle à ça, il y a un autre programme qui est de chercher dans nos collisions si jamais il y a des particules ou des processus que nous n'avions jamais observés qui seraient mis en évidence. Donc, ce que je vous ai montré aujourd'hui, en guise de conclusion, je suis en train de vous illustrer là en fonction du temps, le nombre de collisions qu'on espère enregistrer dans des unités techniques. Alors il vaut mieux les montrer à nouveau dans des échelles d'ordre de grandeur. Et donc on attendait enregistrer ça en 2011 et 2012 et en fait on a fait mieux que ce qu'on attendait. On a fait beaucoup mieux. C'est pour ça que la découverte est arrivée juste après 2 ans de prise de données. Et à partir de 2015, on va faire des collisions quasiment à l'énergie maximale attendue pour l'accélérateur. Et donc notre potentiel de découverte va se retrouver amplifié en conséquence. Et si vous voyez là, ce qui nous attend pour les prochaines décennies, le meilleur sera encore à venir. Je ne peux pas vous anticiper encore ce qui viendra, ce sera très bon. Merci beaucoup.